cette vidéo, on va beaucoup parler de nombres premiers entre eux. Donc si vous ne maîtrisez pas cette notion, je vous invite à regarder le premier épisode de la série. Suite à la demande, on va faire un peu plus de maths que d'habitude, donc si vous ne comprenez pas un calcul, mettez pause et essayez de comprendre le passage par vous-même. En guise d'introduction, essayons de démontrer rapidement le théorème d'Euclide selon lequel il existe une infinité de nombres premiers. Pour commencer, on va prendre la liste des n premiers nombres premiers. Appelons-les P1, P2, P3, etc. Pour simplifier les choses, mettons cette liste dans l'ordre croissant. C'est-à-dire que P1 est inférieur à P2, qui est lui-même inférieur à P3, etc. On a donc que P1 vaut 2, P2 vaut 3, P3 vaut 5, etc. avec tous les nombres premiers. On va ensuite poser x comme étant le produit de tous les nombres de cette liste. On a donc x qui est égal à P1 fois P2 fois P3, etc. jusqu'à Pn. On peut alors dire que x n'est pas un nombre premier puisqu'il est divisible par P1 ou par P4 par exemple. Cependant, si on ajoute 1 à x, déjà on obtient x plus 1, et on a également une propriété intéressante sur x plus 1. En fait, ce nombre n'est divisible par aucun des nombres premiers de notre liste. C'est-à-dire que x plus 1 n'est divisible ni par P1, ni par P2, etc. jusque Pn. On a alors deux possibilités. Soit x plus 1 est un nombre premier, soit x plus 1 n'est pas un nombre premier. Si x plus 1 est un nombre premier, alors ça signifie qu'on a trouvé un nombre premier supérieur à Pn, puisque x plus 1 est forcément supérieur à Pn. Mais si x plus 1 n'est pas premier, alors ça veut dire que x plus 1 possède un facteur premier, c'est-à-dire un diviseur qui est un nombre premier. Or, x plus 1 n'est divisible ni par P1, ni par P2, etc. jusque Pn. Ça signifie donc que ce facteur premier est strictement supérieur à Pn. On remarque que dans les deux cas, on a trouvé un nombre premier qui est strictement supérieur à Pn. On peut alors répéter cette opération à l'infini, et quand on fait une démonstration de ce type, on dit qu'on raisonne par récurrence. Cette démonstration n'est donc pas un raisonnement par l'absurde, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Rentrons dans le vif du sujet et prenons deux entiers non nuls x et y. Savez-vous quelle est la probabilité que x et y soient premiers entre eux? Quand on n'arrive pas à déterminer une probabilité, on fait une expérience. Par exemple, on peut prendre 1000 couples d'entiers naturels non nuls et regarder combien d'entre eux sont premiers entre eux. On calcule alors le rapport entre ce nombre et 1000, on obtient un nombre entre 0 et 1, et il s'agit de l'approximation de la probabilité que deux nombres soient premiers entre eux. J'ai donc écrit un programme en Python et j'ai trouvé 609 couples de nombres premiers entre eux. On obtient donc que la probabilité que deux nombres pris au hasard soient premiers entre eux vaut environ 609 sur 1000, c'est-à-dire 0,609. On va maintenant faire quelques opérations avec ce nombre, juste pour s'amuser. Tout d'abord, on va diviser cette probabilité par 6. On obtient 0,609 divisé par 6, c'est-à-dire 0,1015. Ensuite, on calcule l'inverse de ce nombre, qui vaut 9,85. Et pour finir, on calcule la racine carrée de 9,85. On trouve alors 3,138. Si vous avez l'habitude de faire des applications numériques, ce résultat devrait vous mettre la puce à l'oreille. Dans ce cas, vous pouvez avancer de 10 secondes. Sinon, restez là et on va recommencer le protocole avec une simulation plus précise, avec disons 10 000 couples. Cette fois-ci, on trouve 6079 couples de nombres premiers entre eux. La probabilité est donc d'environ 6079 sur 1000, c'est-à-dire 0,6079. En refaisant les mêmes opérations qu'avant, on calcule 0,6079 sur 6, c'est-à-dire 0,1013. On calcule ensuite l'inverse de 0,1013 qui vaut 9,872. Puis on calcule la racine carrée de 9,872 et on obtient 3,142. On remarque alors que plus notre simulation nous donne un résultat précis, plus le résultat qu'on obtient après avoir réalisé les trois opérations s'approche du nombre pi. Et ce n'est pas une illusion d'optique, c'est-à-dire que je vous garantis que cette valeur tend vers le véritable nombre pi. Si on note petit p la probabilité que deux nombres soient premiers entre eux, on a alors que la racine carrée de 6 sur p vaut exactement pi. D'ailleurs, c'est ce qu'on va prouver dans cette vidéo. Pour commencer, rappelons ce qu'est une série de Riemann. Toute série d'indices n dont le terme général est de la forme 1 sur n puissance x est appelée série de Riemann. Pour simplifier les choses, notons là zeta de x. On peut alors calculer par exemple zeta de 2 qui correspond à la série de termes général 1 sur n au carré, et dont les premiers termes tendent vers 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, etc. J'ai d'ailleurs oublié de préciser que cette série est convergente et qu'elle a donc bien une limite qui est d'environ 1,645. On peut donc parler de la somme de la série. Si vous avez du mal avec les séries, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Dans cette vidéo, on va se contenter d'admettre cette hypothèse, l'hypothèse de la convergence de la série. Calculer la valeur exacte de la somme de cette série est l'un des plus gros problèmes du XVIIe siècle. Euler la résoudra le siècle suivant et trouvera que la somme de cette série vaut exactement pi au carré sur 6.
C'est d'ailleurs à cette découverte qu'il doit sa notoriété. Laissons ce résultat de côté et reprenons la forme générale de la série de Riemann. On peut réécrire cette série et multiplier les deux membres de l'égalité par 1 sur 2 puissance x. Pourquoi 1 sur 2 puissance x? Eh bien tout simplement parce qu'il s'agit du deuxième terme de la somme de droite. Car si on multipliait par le premier terme, ça reviendrait à multiplier par 1 et ça ne changerait pas grand chose. On obtient alors le résultat suivant. Pour le trouver, on a tout simplement développé l'expression. On a alors 1 sur 2 puissance x fois 1 sur 1 puissance x qui vaut 1 sur 2 puissance x. Ensuite 1 sur 2 puissance x fois 1 sur 2 puissance x qui vaut 1 sur 4 puissance x. 1 sur 2 puissance x fois 1 sur 3 puissance x qui donne 1 sur 6 puissance x, etc. etc. On remarque alors que tous les dénominateurs sont des puissances de nombres pairs. Maintenant on va calculer la première expression, c'est-à-dire zeta de x, moins la deuxième, c'est-à-dire 1 sur 2 puissance x fois zeta de x. On a toutes les fractions dont le dénominateur est une puissance d'un nombre pair qui s'élimine, et il nous reste alors tous ceux qui sont impairs. On peut également factoriser le membre de gauche puisqu'on a zeta de x qui est un facteur commun. Ensuite on va réécrire cette égalité et la multiplier comme tout à l'heure, mais cette fois-ci non pas par 1 sur 2 puissance x, mais par 1 sur 3 puissance x, puisque c'est le deuxième terme de la nouvelle somme. En développant l'expression, on obtient le résultat suivant. Maintenant on va soustraire les deux égalités. Donc pour le membre de gauche, on trouve le résultat suivant, et pour le membre de droite, on remarque que tous les termes dont le dénominateur est une puissance de 3 disparaissent. Il nous reste donc tous ceux qui ne sont ni des multiples de 2, car on les a éliminés tout à l'heure, ni des multiples de 3, puisqu'on vient juste de les éliminer. Et encore une fois, on peut factoriser le membre de gauche. On peut alors répéter l'opération autant de fois que l'on veut, c'est-à-dire multiplier les deux membres de l'égalité par le deuxième terme du membre de droite, puis soustraire les deux égalités. Si vous avez bien suivi l'épisode 1 de la série, ça se passe à 2 minutes et 4 secondes plus précisément, vous devriez comprendre ce qui est en train de se passer. En fait, en répétant cette opération un nombre infini de fois, on obtient l'égalité suivante. À droite, on a éliminé tous les termes sauf le premier, c'est-à-dire 1 sur 1 puissance x, qui vaut évidemment 1. Et à gauche, on a un produit avec une infinité de facteurs qui valent à chaque fois 1 moins le terme qu'on a éliminé à droite, le tout multiplié par zeta de x. On peut réécrire cette égalité en isolant zeta de x, et on obtient ceci. Si on retourne un peu en arrière, on avait dit que Euler avait prouvé que zeta de 2 valait pi carré sur 6. En remplaçant x par 2 dans la grande expression, on obtient donc cette égalité. Pour se débarrasser de cette grande barre de fractions, on peut passer à l'inverse des deux côtés de l'équation, et on obtient alors que notre produit infini est égal à 6 sur pi au carré. Mettons cette expression de côté et essayons de résoudre un autre problème. On prend deux naturels non nuls x et y et on cherche la probabilité qu'ils soient tous les deux divisibles par 2. Cette probabilité est égale à la probabilité que x soit pair multipliée par la probabilité que y soit pair. On a alors 1 demi fois 1 demi qui vaut bien sûr 1 sur 2 au carré. Cherchons maintenant la négation de cette probabilité, c'est-à-dire la probabilité que x ou y n'est pas un multiple de 2. On obtient donc 1 moins la probabilité précédente, c'est-à-dire 1 moins 1 sur 2 au carré. On peut alors ensuite rajouter le critère de non-divisibilité par 3. En refaisant la même chose, on se retrouve à multiplier les probabilités de non-divisibilité par 2 et de non-divisibilité par 3. On obtient alors 1 moins 1 sur 2 au carré fois 1 moins 1 sur 3 au carré. On peut alors rajouter 5, 7, 11 ainsi que tous les nombres premiers, ce qui est bien sûr impossible puisqu'il existe une infinité de nombres premiers. On dit donc qu'on cherche la probabilité que x et y n'aient aucun facteur premier en commun, c'est-à-dire qu'ils soient premiers entre eux. Cette probabilité est donc un produit infini, et on remarque qu'il s'agit exactement du produit qu'on a mis de côté juste avant. On a alors que la probabilité que deux nombres soient premiers entre eux vaut exactement 6 sur pi au carré.